Vercel qui lance sa propre base de données, ainsi que Next.js qui devient petit à petit PHP. Bienvenue dans les actualités de la semaine du lundi 8 mai 2023. C'est parti. Bonjour à tous, c'est Brian de DevTheory, la chaîne pour devenir et rester un bon développeur JavaScript. Cette semaine, on va donc commencer par parler de Vercel, car Vercel vient de lancer plusieurs solutions de storage. La première d'entre elles, c'est Vercel KV, KV pour Key Value. En fait, c'est une solution Redis qui permet bien, de sauvegarder donc, des données et de les récupérer très rapidement. Donc c'est du KV, ça veut dire que ça veut dire que voilà, si on descend un petit peu et qu'on regarde ce petit bout de code, et bien en fait c'est simplement deux méthodes, du point get et du point set. On a donc une key, ici donc KV key value, on a donc une key ici qui est pref, et ensuite bien, on a une valeur. Donc là on va définir bien, que sur la key pref, on met la valeur pref ici, donc qui est une variable qui vient de update pref. Donc voilà, du KV, c'est simplement une database à la Redis et avec donc une rapidité, on accède très rapidement aux données et on les modifie très rapidement, mais on peut pas faire de recherche, etc. Donc c'est pas une base de données traditionnelle. Et donc voilà, ils lancent donc leur propre KV, mais Vercel lance également sa propre base de données sous SQL parce que c'est du Postgres. Et donc comment ça va fonctionner cette base de données donc Postgres? Eh bien on va simplement donc importer la méthode SQL de Vercel/Postgres. Puis ensuite, on va exécuter en fait à travers la fonction SQL. C'est une fonction, mais c'est ce que l'utilisation avec ces backticks, ça remplace simplement le fait d'avoir des parenthèses. On peut l'omettre ici, les parenthèses. Et donc en fait, on exécute SQL sur bien, la requête SQL en question. Et derrière, bien, donc, on a la requête qui s'est exécutée via notre base de données Postgres. Donc ça, c'est directement au sein de Vercel. Et enfin, on a autre chose, c'est Vercel Blob. En fait, ça va permettre bien, d'uploader n'importe quel type de fichier au niveau du Edge également. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas à un seul endroit, c'est à plusieurs endroits à la fois. Et donc vos utilisateurs, quand ils vont devoir appeler le fichier en question, bien, ça va le prendre du serveur où il est le plus près en fait. Donc pour le blob, c'est juste ici, voilà. Donc on importe par exemple put de Vercel blob et ensuite bien, on fait un petit await dessus en mettant le nom du fichier, toutes les données du fichier en question. On dit également son accès si c'est public ou privé. Et derrière, bien, ça va nous renvoyer une URL où on peut donc accéder, télécharger au fichier que l'on vient d'uploader. Donc voilà un peu comment fonctionne bien, ce Vercel blob et voilà comment fonctionnent donc les trois nouveaux pôles de Vercel. Alors maintenant qu'on a décrit un peu ce qui existe et comment l'utiliser, bien, il faut voir comment eux ils l'ont implémenté. Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que chacune de ces solutions bien, provient d'une solution existante. C'est-à-dire que Vercel KV, bien, ça provient de Upstash, qui est donc un service qui existe déjà, qu'on peut déjà bien, souscrire tel quel, et qui permet donc de faire des solutions Redis on Edge. Ensuite, on a également Vercel Postgres. Et bien en fait, ça, c'est powered by Neon. Neon, qui est donc une base de données qui va vous permettre d'avoir bien, une base de données Postgres scalable et également donc de manière serverless. Et enfin, même pour Vercel Blob, bien, c'est powered by, donc c'est en fait géré derrière par Cloudflare R2, qui est un peu la version bucket donc de Cloudflare. Tout ça, bien voilà, c'est pris en compte par Vercel, mais en fait, ce n'est pas eux qui l'ont fait. Et donc, j'ai vu certaines critiques, notamment sur Twitter, comme quoi en fait, ils n'avaient pas inventé une base de données, ils n'avaient pas créé une base de données, ils avaient simplement mis en place un layer pour des bases de données ou pour des services existants. Et effectivement, oui, c'est le cas. Mais il faut se rappeler d'une chose, c'est que Vercel en fait a toujours mis en place des layers. Si vous voulez, quand vous allez uploader, quand vous allez mettre en place donc, votre site web, votre web app à travers Vercel pour qu'elle soit déployée donc via Vercel, et bien en fait c'est sur les serveurs de AWS que ça se passe. Donc si vous voulez, Vercel en lui-même, il est powered by AWS. Donc si vous voulez, ça reste normal, ça reste logique cette mise en place de base de données là, qu'ils ne la créent pas eux-mêmes, mais que ce soit simplement un layer qu'ils vous donnent à disposition. Et donc ce layer là, il vous permet une meilleure DX, une meilleure développeur expérience. Et donc c'est pour ça en fait que bien, Vercel va également vous faire payer ces différents services, hein, donc KV, Postgre et Blob, mais va vous les faire payer plus cher que si vous les prenez de base sur Upstash, Neon ou Cloudflare R2. Donc en fait, c'est là où
c'est là où vous allez devoir faire une décision, vous en tant que développeur. Vous allez devoir définir si vous préférez payer moins cher et donc adapter les API natives des différents services, donc là Upstash, Neon et Cloudflare, ou si vous souhaitez, eh bien vous êtes OK de payer un peu plus cher si jamais ça vous permet justement d'aller plus vite dans votre développement grâce aux layers créés par Vercel, donc KV, Postgres et Blob. Donc voilà un peu pour récapituler cet article et cette annonce concernant donc l'ajout de storage sur Vercel. Également, cette semaine, on a eu une nouvelle mise à jour de Next.js, la version 13.14, et elle est très intéressante en un point, ce sont les Server Actions. Alors les Server Actions, il y a eu également beaucoup de blagues, beaucoup de trolling sur Twitter par rapport à ces Server Actions-là, parce qu'en fait, ça fait un écho assez grand au langage de PHP. Parce que si vous voulez, on va être maintenant sur un seul fichier. Ici, vous voyez qu'on a un seul fichier qui se trouve dans une base, dans une codebase de Next.js. On est donc dans le dossier post, ensuite un ID dynamique, puis ensuite on est dans le fichier donc page.tsx. Et donc là, ce qui se passe, c'est que donc on a une page donc, qui va renvoyer un formulaire, vous voyez, et l'action du formulaire, c'est la méthode increment. Et en fait, cette méthode increment là, la première ligne, vous voyez, qui a écrit use server, ça veut dire en fait que cette méthode-là, elle va automatiquement créer une route d'API. Mais c'est Next qui va créer une route d'API pour cette méthode-là. Donc vous n'avez même plus, vous, besoin de créer une route d'API. Vous avez simplement besoin d'écrire donc dans votre fichier, dans votre page, à écrire votre front-end et vous allez pouvoir écrire votre back-end directement dans le même fichier grâce à ce petit use server. Et Next.js, donc lui, quand il va détecter cette ligne use server, il va savoir en fait qu'il va devoir mettre la suite dans une route API dédiée à cette page-là. Donc ici, on voit que c'est quoi? Et en fait, c'est l'ajout, c'est la mise en place donc d'un KV, d'un key value, où on va ici incrémenter donc la valeur d'une key déjà existante en fait. Et donc qui ici dépend, vous voyez, de l'URL juste là. Parce que du coup, on a des variables qui ne vont pas être dupliquées, on a les mêmes variables côté front et côté back. Donc c'est assez marrant et justement, ça fait écho à du PHP parce qu'en fait, on va écrire notre code back-end dans le même fichier que le code front-end. Et on le voit encore plus à travers cet exemple-là qui prend en compte une base de données. Donc ici, on va venir afficher donc tout un formulaire avec input, text area et bouton. Et donc au niveau de l'action, c'est la méthode create. Et la méthode create, elle est juste là. On a donc bien un use server ici et on va exécuter une requête, une requête SQL directement dans cette méthode create. Et ensuite, on va rediriger, donc une fois que c'est fait, on va rediriger vers l'article de blog en question qui a été créé juste en dessous. Donc c'est assez intéressant ce système de server actions. Je trouve que c'est vraiment bien pour de la développeur expérience justement, pour ne pas changer de fichier à tout moment, etc. Après, il faut faire attention en termes de maintenabilité parce que si jamais ce code-là, vous en avez besoin sur d'autres pages également, vaut mieux créer votre propre route d'API plutôt que de laisser Next.js vous la créer. Mais je trouve que c'est quand même un super ajout. Mais néanmoins, je comprends toutes les blagues qu'il y a eu justement sur Twitter ou autre par rapport donc au fait que ce soit un peu le PHP réinventé. Autre chose cette semaine, Astro 2.4. Pourquoi je vous parle de Astro 2.4? Parce qu'il y a une nouvelle feature expérimentale que je trouve très intéressante, qui est une feature qui est présente dans les meta-frameworks comme Next.js ou même Next.js. Ce sont les middlewares. Et donc maintenant sous Astro, donc c'est toujours en expérimental, donc attention, vous pouvez ajouter des middleware, c'est-à-dire qu'en fait vous allez donc créer un fichier donc dans le dossier src middleware.ts et toutes vos routes, en fait elles vont passer d'abord dans ce middleware là avant d'être chargées. Donc vous pouvez par exemple renvoyer un statut 405 si jamais en fait il n'y a pas une certaine valeur dans un cookie qui par exemple va correspondre après coup à en fait un utilisateur. Donc vous pouvez précharger votre utilisateur et si jamais il ne se charge pas, alors vous annulez le déplacement vers cette route-là. Mais si jamais il est chargé, alors vous le mettez dans une valeur locals que vous pourrez après retrouver dans votre route, dans astro.locals. Vous aurez directement votre utilisateur puisqu'il sera chargé depuis le middleware. Et ça, c'est vraiment bien pour de la maintenabilité. Donc, c'est bien que Astro crée cette feature-là. Donc, elle est en expérimental actuellement, mais je suis sûr qu'elle va passer en stable d'ici peu et qu'elle sera gardée parce que c'est vraiment un fonctionnement qui est présent dans d'autres meta-frameworks qui a déjà fait ses preuves. Donc, c'est une bonne chose que Astro l'ait également. Ensuite, dernière actualité de cette semaine, on sait encore une fois une base de données et ici encore une fois une base de données
Key Value, donc KV, c'est Deno. Deno lance sa propre Global Database for Global Apps, donc son propre Deno KV, et qui permet donc de directement au sein de Deno, vous voyez deno.openkv, d'avoir cette database-là, et ensuite d'avoir des keys. On voit même que ici pour la key, on peut mettre un array de chaînes de caractères, donc ici users, puis après l'ID du coup de l'utilisateur, et ensuite on va définir la valeur avec .set et ensuite .get. Les KV, il n'y a que du .set et que du .get, de toute manière quasiment. Sauf que là, dans ce Deno donc KV, il y a une chose assez intéressante que je n'ai pas retrouvé dans beaucoup de databases KV, mais dans des databases PostgreSQL, ça se retrouve beaucoup, c'est le système de transaction. Le système de transaction, en fait, c'est pour dire que, en fait, on va faire tout un tas d'opérations en même temps, et si l'une d'entre elles a une erreur, alors, en fait, rien ne sera enregistré en base de données. C'est seulement si toutes les opérations sont successful que alors on va commit, et donc que toutes ces opérations-là seront en même temps modifiées dans la base de données. Donc c'est fait pour ne pas avoir d'inconsistance dans les données que vous avez. Et ici, donc, ce système d'évitement des inconsistances, elle se fait directement à travers donc, ce KV-là. Et je trouve ça très intéressant. Enfin, l'article de la semaine pour finir, c'est un article de codeheroes.fr, un article donc en français, et ça c'est super, qui va vous parler de TypeScript et notamment de la programmation de types sous TypeScript. Parce qu'il faut savoir effectivement que TypeScript nous permet de faire des types très complets, en fait, il y a un peu un langage à travers le langage dans TypeScript, et donc à travers cet article-là, vous allez pouvoir mieux comprendre ou alors mieux découvrir, si jamais vous n'avez pas forcément l'utilisation de tout ça, notamment les types utilitaires, mais même plus que ça, hein, on nous décrit également donc la gestion des fonctions, la gestion des conditions de type, l'assignation de variables, etc. Il y a vraiment pas mal de choses, ou même le système de boucle dans les types, parce qu'il y a effectivement un système de boucle dans le typage en TypeScript. Donc j'ai trouvé que c'était un super article pour un peu, soit se remémorer tout ce système-là des types, ou soit le découvrir si jamais vous ne l'avez pas encore découvert. Et en plus, c'est en français, donc ça va être encore plus simple à comprendre pour tout le monde. Voilà tout pour cette semaine. Je vous mets bien sûr le lien de toutes ces petites actualités juste en dessous en description. Je vous souhaite une très très bonne semaine. On se retrouve dès lundi prochain. N'hésitez pas à vous abonner. À très vite et bon codage.